Merci Mathieu, merci Léo, c'est hyper émouvant, hyper beau et je suis hyper contente que vous soyez si nombreux. Merci. Alors pour tout de suite plonger au cœur du sujet, et donc femme de cinéma mais aussi et parler de cinéma à la fois, j'aimerais commencer par votre dernier film, Notre-Dame, qui raconte notamment comment, lorsqu'on est une femme qui se retrouve à une autre responsabilité, que ce soit la réalisation d'un film ou un projet d'architecture, tout le monde veut vous apprendre la vie, selon vos mots, et que vous vous retrouvez avec un projet totalement, parfois, dénaturé. Alors, est-ce que le fait d'être une femme a engendré des difficultés dans votre carrière ? Est-ce que vous avez eu l'impression de ne pas avoir parfois été prise au sérieux ? Et surtout, est-ce que l'un de vos films a été dénaturé ? C'est intéressant. Alors, je ne crois pas que ce soit une question de femme ou d'homme. Je crois que c'est plus une question de confiance, en fait. Après, c'est sûr que moi, par exemple, souvent, on me disait que dans ma famille que j'étais un peu à part, un peu... Donc, comment moi, je pouvais l'interpréter ? Peut-être comme quelqu'un de moins intelligent ou de moins... Donc, peut-être que moi, j'ai développé des complexes, mais pas forcément liés au fait que je sois une femme ou un homme, mais peut-être aussi, parce que finalement, ma mère, elle me dit « Mais toi, t'as pas besoin de faire d'études. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Toi, t'as pas besoin de faire d'études Peut-être qu'elle n'aurait pas dit ça à mon frère. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont quand même assez complexes à délayer. Mais je crois quand même que, bizarrement, quand on fait des films, ce qui est difficile, c'est de continuer d'être maître à bord. C'est vraiment un rapport entre... le lâcher-prise et la prise du contrôle total. Enfin, c'est vraiment une nuance entre les deux. J'avais fait un petit documentaire sur Jonas Kaufmann, qui est un grand ténor pour la troisième scène, et il parlait de ça, justement, du fameux lâcher-prise et de contrôler et de lâcher-prise, et que la justesse, en fait, elle se trouvait là-dedans. Et je crois que quand on fait des films, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce qu'on nous dit, parce que c'est un travail qui est collectif. On travaille avec des gens qui ont un regard un peu plus de recul, parce que quand on fait un film, on est vraiment la tête dedans, donc on est complètement passionné par ce qu'on fait. On n'a pas forcément le recul nécessaire. Et en même temps, il faut continuer de se dire non, je sais ce que je veux dans ma tête. Parce que, en fait, ce qui est difficile, c'est de réussir à retranscrire le rêve qu'on a dans sa tête, qui doit à un moment donné devenir une réalité. Donc on doit forcément accepter de le briser un petit peu, ce rêve, mais pour qu'il devienne la réalité du film, quoi. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aucun de mes films n'a été dénaturé. J'ai toujours imaginé mes films et toujours été heureuse du résultat en pensant qu'ils seraient comme ça. Mais je pense qu'il y a des films qui ont été plus ou moins difficiles à manœuvrer en fonction de leur grosseur économique, en fait, leur ambition. Et notamment Marguerite et Julien, qui était le film le plus cher et le plus ambitieux que j'ai fait. Ça a été vraiment difficile parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment confrontée au rapport à l'industrie du cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cinéma, ça coûte cher. Et donc, il faut être efficace, et c'est normal. C'est une façon de rationaliser le travail. Voilà, on ne peut pas non plus laisser toute la liberté au metteur en scène, parce que ça ne fait pas forcément des bons films. Donc il faut aussi avoir des contraintes. Et donc il faut réussir à continuer d'avoir sa liberté tout en ayant les contraintes économiques d'un gros film. Ce que je n'ai pas du tout ressenti avec La Reine des Pommes ou avec La Guerre est déclarée, où c'était la liberté totale, où je n'avais... vraiment pas d'argent pour le faire, et du coup j'avais le privilège de cette liberté de création où on pouvait se dire tiens, demain on va faire ça, cet après-midi on va tourner telle scène, non il pleut, finalement on va tourner en intérieur, qui sont des choses très lourdes sur les films, parce que il y a toujours une logistique, plus l'équipe est grande et plus la logistique est lourde. Et sur La Reine des Pommes on était 4, et sur La Guerre est déclarée on était 8, et j'ai grossi au fur et à mesure de mes films comme ça les équipes. Et sur Marguerite et Julien, on était, 45, quoi. Donc, c'est pas la même chose d'être chef d'un bateau où il y a 45 personnes derrière ou 4 personnes. Ça ne navigue pas de la même façon. Est-ce que parfois l'envie vous reprendrait de retrouver quelque chose de plus intime et de plus libre, du coup ? Ah, mais complètement. Alors là, vraiment, j'ai en fait des envies de film, j'en ai tout le temps.
Et donc parfois j'ai des envies de films très ambitieux, et puis parfois j'ai des envies de films tout petits au contraire, où on va retrouver tout le plaisir de faire un film en 4 semaines, comme ça, vraiment à 5. C'est le rêve. Mais j'ai aussi des envies. J'ai pas envie de faire que des films comme ça, parce que sinon je pense que j'aurais l'impression de faire toujours la même chose. Et j'aime bien varier un peu. Donc, et puis je crois que j'ai des envies de cinéma, d'essayer des choses que je peux pas faire avec 5 personnes. Vous vous sentez libre en tant que cinéaste ? Oui. Parce que justement, on a maintenant reçu, je sais pas, une soixantaine de cinéastes. D'ailleurs, on remarque souvent des hommes de plus de 60 ans qui nous disent ça aujourd'hui. Je sais pas si c'est un rapport, que c'est de plus en plus difficile de faire des films. Mais après, on remarque que c'est des gens qui ont aligné des films très chers, oui, qui ont fait beaucoup d'échecs commerciaux. Donc c'est agréable de vous entendre dire que vous êtes libre. Oui, je crois que... Moi, je crois que par rapport à mon travail, je me sens assez libre. Et j'ai aucun problème à faire un film avec 3 personnes, ou même... Enfin, vraiment, c'est... Ce qui me plaît, c'est de faire des films. Donc après, qu'on soit 45 ou qu'on soit 3... C'est pas les mêmes aventures, c'est pas les mêmes histoires qu'on raconte, mais on peut raconter des histoires à très peu, et on peut, voilà. Donc le plus important, c'est de faire des films, c'est ça qui compte, et d'exprimer son désir et d'avoir des choses à raconter, et que cette chose-là. Et parfois, c'est vrai que quand on met du temps, et là, je l'ai éprouvé un peu avec la série que je suis en train d'écrire et que je vais réaliser cette année. Quand c'est trop laborieux, que c'est trop, on perd aussi le désir, son propre désir est abîmé. Je pense qu'il y a des cinéastes, par exemple Jean-Paul Rapneau, il n'a pas fait énormément de films, il en a fait 8 ou 9, mais il fait un film tous les 10 ans. Moi, c'est pas mon rythme de travail, je suis trop impatiente, je suis trop gourmande, j'ai besoin de faire les choses de façon spontanée et tout ça. Si je commence trop à y réfléchir, ça m'angoisse et je me dis 1000 raisons pour pas les faire. Donc je pense que ça dépend aussi des personnalités. Moi, je crois que je suis quelqu'un qui a besoin de faire vite les choses et de pas trop y penser quand elle les fait. Par exemple, quand je fais un film, j'aime pas qu'on me fasse beaucoup de propositions de décors, ça m'ennuie. J'en veux que 2 ou 3. Je me dis, mais non, ça c'est très bien, pourquoi est-ce qu'on va chercher midi à 14h ? Pourquoi est-ce qu'on va aller en voir un autre alors que celui-ci me convient ? Je dis, oui, mais on sait jamais, parce que peut-être tu peux en trouver un mieux. Et je trouve que rentrer dans cette démarche-là, il y a des cinéastes qui font ça, qui ont besoin d'avoir 70 décors, d'en visiter tous les décors, puis on revisite des décors, et puis finalement on est sûr que c'est... Alors moi, je fonctionne pas comme ça, mais parfois je me décide un peu vite, et puis après je dis non, finalement il me plaît pas trop ce décor, je vais bien essayer un autre quand même. Mais en général, ça se goupille bien. Et alors vous dites de votre dernier film, Notre-Dame, qui est sorti il y a quelques semaines, que ce film inaugure un nouveau cycle plus féministe. Alors qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'être encore plus féministe aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Alors, je ne sais pas s'il y a besoin d'être encore plus. Je pense que oui, je crois que oui, on peut être encore plus féministe, et je pense que on commence à entendre la parole des femmes. On a commencé à l'entendre dans le premier mouvement féministe des années 70 et tout ça, puis après ça s'est un peu stagné. Puis là, ça reprend, et je pense que c'est une bonne chose. En fait, pendant longtemps, les femmes n'osaient pas dire qu'elles étaient féministes, c'était un peu la honte, c'était un peu une image comme ça, démodée ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai renouveau féministe. Moi, ça me fait hyper plaisir parce que je me suis toujours sentie, en tout cas, féministe. C'est-à-dire défendant une vision des femmes peut-être autre que celle qu'on voit d'habitude. Donc Notre-Dame fait partie de ça parce que... Alors, mes films sont toujours très féminins, je ne sais pas s'ils sont féministes, mais Notre-Dame, par exemple, c'est un film qui aborde la sexualité d'une femme enceinte. Ça, c'est des choses dont on ne parle jamais au cinéma. Alors, j'en fais pas un sujet, mais ça existe. Alors, je l'aborde un petit peu dans Il fait beau, dans La plus belle ville du monde, mais on est plus sur un registre amoureux. C'est un homme qui tombe amoureux d'une femme qui est enceinte. Alors cette femme, elle est enceinte, il n'y a pas de père, on ne se pose pas de questions, mais voilà. Et puis là, dans Notre-Dame, elle a carrément une histoire, elle a carrément une sexualité, en fait, en étant enceinte. Donc c'est des choses qui m'intéressent parce que je trouve qu'on n'en parle jamais au cinéma. Même la grossesse, quand on fait des films où on voit des femmes enceintes, souvent c'est un heureux événement, ou c'est... je sais pas quoi, mais c'est pas montré comme quelque chose de totalement quotidien, en fait. Avec une femme qui continue de travailler, qui continue de s'occuper de ses enfants.
Donc là, c'est vrai que Notre-Dame, c'était l'idée de montrer une femme quadragénaire qui a la fameuse charge mentale. Quand j'écrivais le scénario, on n'avait pas encore posé ces mots. Puis après est arrivée la bande dessinée sur la charge mentale des femmes, etc. Mais c'est vraiment l'idée du film, en fait. C'est-à-dire que les femmes sont une addition de choses. C'est pas parce qu'elles travaillent qu'elles vont pas faire d'enfants. C'est pas parce qu'elles font des enfants qu'elles travaillent moins et qu'elles s'en occupent moins. Non, tout s'additionne, en fait. Donc ça, je trouvais ça intéressant de le montrer dans Notre-Dame. Et c'est vrai que c'est le début de quelque chose d'un peu plus féministe, en fait, mais sans être forcément dans la revendication. C'est juste de le raconter, tel que moi je le vis. Et puis après, j'ai d'autres projets un peu dans cette lignée. Vous dites que les femmes additionnent, effectivement, vous le dites même assez régulièrement en interview. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. N'est-ce pas en cela qu'une femme est la candidate idéale pour être réalisatrice, qui est un métier d'addition absolue? Ah. Non, mais je crois que les femmes... Oui, je pense que les femmes ont des qualités, même en tant que productrices aussi. Il y a de très bonnes productrices femmes, parce que la production, c'est aussi un endroit où il faut un peu materner quelque part les réalisateurs, les écouter. Et c'est vrai que les femmes, quand même, elles ont cette chose-là d'empathie, d'être allées... Enfin, j'ai quand même l'impression... Enfin, mais oui, d'ailleurs, je crois que c'était pas une femme qui avait commencé à faire des films tout au départ. Si. Alice Guy, oui. Voilà, c'est Alice Guy, c'est ça. Parlons-en d'Alice Guy, que tout le monde a oublié. On en parle très peu. C'était une femme, et c'est elle qui a commencé à faire du cinéma, avant les Frères Lumière. Et on ne parle que des Frères Lumière, c'est super, hein. Mais quand même, il y a eu une femme avant. Non, mais c'est vrai, et d'ailleurs, Mais c'est vrai que personne n'en parle de cette Alice Guy, c'est insupportable quand même. Pourquoi ? Ce que Julie Gaillet, justement, dans son documentaire et à la dernière masterclass qu'on avait fait, nous disait, c'est que cette femme est assez méconnue. Totalement mais comme méconnue. ne serait-ce que le fait qu'Agnès Varda, avec La Pointe Courte, a initié la nouvelle vague avant Rivette, avant Godard, et qu'on ne note pas que ce film est finalement peut-être l'élément déclencheur de la nouvelle vague. Oui, mais d'ailleurs, Agnès Varda, c'est intéressant parce que dans son approche du cinéma, elle avait une approche très bricolée, très artisanale du cinéma. Et puis elle produisait ses films, elle faisait des films à tout petit budget, etc. Et je pense que ça, c'est peut-être le fait qu'elle soit une femme qui a fait qu'elle a fabriqué les choses un peu dans son coin sans rien demander à personne. Et ça, c'est peut-être un petit point commun que j'ai. C'est-à-dire que quand j'ai fait La Reine des Pommes, je me suis toujours dit, je ne vais pas demander d'argent parce que de toute façon, on ne m'en donnera pas. Mais je pense que quelque part, ce de toute façon, on ne m'en donnera pas, j'avais un peu conscience quand même qu'en étant une fille, je serais peut-être moins crédible que si j'étais un homme, peut-être. Et donc j'ai fait toute seule, sans rien demander à personne. Et c'est comme ça que j'ai fait La Reine des Pommes, avec 3 francs 6 sous. Et à propos de féminisme, vous dites souvent que le problème est qu'il faut à la fois éduquer les hommes à remettre en question les clichés sur la virilité, mais aussi changer les modèles qu'on propose aux petites filles. Alors en l'occurrence, quels ont été vos modèles à vous, vos modèles féminins ? S'il y en a. Oui, ben moi j'ai des modèles féminins très forts avec ma mère qui était une femme très forte, très dynamique, très joyeuse, très énergique, qui était capable d'improviser tout. Enfin, j'avais un peu une super héroïne chez moi. Je la voyais un peu comme une femme capable de... Elle était passionnée, elle adorait la couture, donc elle était tout le temps en train de coudre. En même temps, elle avait 4 enfants. En même temps, elle travaillait la nuit dans un hôpital. Elle était infirmière. Et puis le jour, elle rentrait, elle nous emmenait à l'école. Et puis après, elle venait chercher. Et puis elle s'occupait de nous. Puis... Bon, après, c'est sûr qu'elle ne nous disait pas les histoires le soir dans notre lit et tout ça, parce qu'elle était aussi très dynamique et très... Enfin, elle n'avait pas beaucoup le temps de ça. Puis je pense qu'elle devait être fatiguée, tout simplement. Mais donc j'ai eu ce modèle-là. Après, c'était surtout des icônes comme Madonna ou comme, enfin voilà, c'est surtout des icônes comme Marilyn ou comme des femmes à la fois très puissantes dans leur sensualité et très. Mais je crois que ça a toujours été quand même des modèles de femmes
très puissantes dans leur féminité et qui réussissaient à faire des choses très libres, en fait. Des femmes assez libres. Et alors, à vos débuts, vous avez fait des études d'architecture, Oui. en parallèle de votre métier de comédienne, et vous dites que vous ne vous autorisiez pas totalement à être comédienne. Pourquoi ? Oui, alors ça, c'est tout le problème de la place dans la fratrie, de quelle culpabilité on a en soi et tout ça. Mais c'est vrai que ma sœur voulait être actrice très vite. En fait, on s'est inscrit dans un atelier théâtre quand on était enfant. Et elle voulait faire du théâtre, mais elle était plus timide, donc elle voulait que je l'accompagne. Donc moi, je l'ai accompagnée, puis j'ai commencé comme ça à faire du théâtre avec elle. La prof m'a dit, non, toi, tu vas rester, tu vas faire du théâtre avec nous, et tout ça. Donc on a commencé à faire des pièces. Et puis un jour, il y avait eu une pièce qui était Le Malade imaginaire, et moi, et la prof avait décidé qu'il y aurait un jury avec des vrais acteurs. Je ne sais pas où elle les avait trouvés d'ailleurs, mais il y avait ces acteurs et tout ça. Et ils avaient décerné des prix, et j'avais eu le premier prix d'interprétation ex aequo avec Le Malade imaginaire. Moi, je jouais Angélique, la jeune première, et ma sœur avait eu le deuxième prix d'interprétation. Et en fait, ça m'a culpabilisée. Et je me suis dit, oh, mais c'est horrible, c'est elle qui veut être actrice, moi, je veux pas être actrice. Enfin, moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était un métier qui me plaît. Parce que j'avais compris Mon père était assez malheureux dans son travail. Il faisait un travail de cadre commercial. J'ai jamais très bien compris ce qu'il faisait, mais visiblement, ça le rendait pas très heureux. Il changeait tout le temps de travail, alors que c'était un grand dessinateur, et je pense qu'il aurait mieux fait de suivre la voie de son père, qui était artiste. Et donc, j'ai vu souvent mon père pas très heureux, rentrer du travail vraiment, genre la tanasse, j'enlève la cravate, je mets mon gilet, dans un truc où il n'était pas content, quoi. Et donc, je me suis dit, moi, petite fille, que quand on était adulte, on passait beaucoup de temps au travail, donc il fallait faire un travail qui nous plaît. Donc ça, c'était mon obsession. Et un travail où on s'amuse, parce que... Donc, je fantasmais plutôt d'être danseuse au Lido, ou faire de la comédie musicale. Enfin, je ne voyais pas l'intérêt de me projeter dans des métiers de bureau, je sais pas quoi. Enfin, moi, ce qui me plaisait, c'était les paillettes... les justes au corps, la musique, la scène, le côté sexy, rigolo, et tout ça, c'était mon truc. Mais je ne m'étais pas dit, je vais être actrice ou je vais être réalisatrice, j'aurais jamais pensé. Mais vraiment, c'était de fabriquer des choses qui m'amusent. Et puis c'est vrai que j'avais beaucoup d'imagination quand même. Ça m'a pas mal handicapée à l'école et tout ça. J'étais tout le temps un peu à rêver, sauf en cours d'allemand. J'étais très bonne, je dis ça parce qu'il y a mon professeur d'allemand qui est ici. Et j'étais très bonne en allemand quand même. Hein, monsieur Rouet. Et donc, voilà, j'étais beaucoup à inventer des histoires, à être dans des choses très liées à l'imaginaire et tout ça. Tout ça pour dire que quand j'ai reçu ce prix, c'est vrai que je l'ai vu comme un cadeau empoisonné et j'ai dit tout de suite, moi j'arrête, je veux pas être actrice, etc. Puis ma sœur, en fait, elle a continué dans sa voie et tout, et puis elle a arrêté assez jeune parce qu'elle a attendu un enfant et elle s'est dit, je vais pas pouvoir faire les deux, donc j'arrête, il va falloir que je trouve un travail, je vais avoir un enfant, tout ça. Enfin, elle est rentrée dans un truc plus sérieux de sa vie de jeune maman qui allait arriver et tout. Et moi, je lui ai dit, si t'arrêtes, moi, je reprends. En toute logique. Donc, c'était un peu bizarre. Elle me dit, d'accord. Enfin, voilà. Et puis... Et donc, moi, j'ai arrêté mes études d'architecture. Et ma sœur, maintenant, elle est graphiste. Elle fait des... C'est marrant. Mais elle est très drôle et c'est une très bonne actrice. Et alors, à quel moment de ce début de carrière de comédienne, vous avez eu le goût de la mise en scène ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend au contact des cinéastes ? Ou est-ce que c'était, comme vous étiez comédienne, l'envie aussi de vous écrire vos propres rôles, par exemple ? Non, alors pas du tout. Alors, le goût de la mise en scène, ça m'est venu vraiment en cours de théâtre. C'est-à-dire que je suis rentrée au conservatoire du 10e, parce que tout ça m'a amenée à 23 ans des brouettes. Donc, je n'avais pas fait d'école de théâtre. Donc, le conservatoire, je l'ai passé, mais je ne l'ai pas eu. En plus, j'ai eu des problèmes de santé, donc c'était un peu l'année noire. Et donc, j'ai passé les conservatoires municipaux. Et je suis rentrée au conservatoire du 10e arrondissement. Alors, j'ai appris après, j'étais très fière, que Valérie Lemercier l'avait fait, Juliette Binoche, je crois, Louis Garrel. Enfin, il y a plein de gens qui sont allés dans ce conservatoire du 10e arrondissement. Et moi, donc, j'y suis allée dans ce conservatoire. Et puis, quand on est alors, au début, j'étais très timide et tout ça, je voulais passer aucune scène, j'étais complètement terrorisée.
Et puis, il y a une pièce qui a été jouée au conservatoire par un jeune élève qui avait écrit une pièce qui était super. Et donc, je suis venue voir la pièce et tout ça, et j'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, mais je suis trop bête, il faut que je passe une scène, il faut absolument que je sois là, pas là à regarder. Et donc, j'ai appris un monologue et tout ça, et puis je l'ai présenté le lundi, donc ça s'était très bien passé et tout. Et puis après, j'ai commencé à travailler avec des élèves et tout ça. Et puis, quand on travaille des scènes, en fait, on fait ce qu'on appelle le regard extérieur pour un peu diriger finalement les acteurs, leur dire bah non, là toi tu devrais te placer là. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à trouver agréable la mise en scène. C'est-à-dire que je crois que je préférais être celle qui regarde plutôt que celle qui joue. Et ça a été le début de quelque chose quand même. J'ai dit ah moi je veux bien faire l'extérieur, ça me plaisait d'être le regard extérieur. Et puis après le fait de faire des films, ça c'est vraiment c'était très loin de moi. Et ensuite j'ai rencontré Jérémy. Et ça, c'est très bizarre, vraiment, quand je le raconte, parce que lui, Jérémy, il était déjà dans le cinéma, il voulait faire des films, il était à fond et tout ça, et puis il avait écrit un court-métrage qui s'appelait Un léger différent, il venait d'avoir un prix à Clermont-Ferrand, au festival de Clermont-Ferrand, puis on venait de se rencontrer. Moi, je venais de jouer dans un petit court-métrage et tout, et puis à l'époque, je travaillais dans une pâtisserie, je vendais des gâteaux qui s'appelaient La Durée, donc c'était à Madeleine. Et puis après, il venait me chercher à la sortie. Et puis là, je lui racontais ma journée. Et puis un jour, il m'a dit, mais si tu veux être actrice, il faut que tu t'écrives un film, il faut que tu t'écrives un film, il faut que tu t'écrives un rôle. Alors je lui dis, mais c'est-à-dire que je m'écrive un rôle. Il me dit, mais non, mais il faut que tu t'écrives un film, enfin une histoire, hein, enfin que tu joues dans un film que tu écris, quoi. Alors j'ai dit, mais j'ai jamais fait ça, comment ça je vais écrire et puis je sais pas, l'idée a germé en moi, et puis le lendemain, je me suis mise à écrire une histoire. Et donc j'allais le voir, et puis je lui disais, mais je comprends pas, parce que là je suis en train d'écrire une histoire et tout ça, mais on peut pas tout raconter, c'est-à-dire que je peux pas dire, par exemple, la fille se réveille, elle va dans la salle de bain, elle se brosse les dents, elle sort, elle monte sur son vélo, elle va travailler, et puis après, elle arrive au travail, et puis après... Il me disait, ben non, c'est ça le cinéma, c'est ce qu'on appelle des ellipses, on ne montre pas tout. Et je crois que c'est quand j'ai compris le principe de l'ellipse que j'ai été capable d'écrire un film. C'est-à-dire j'ai compris qu'en fait, le cinéma se fabriquait dans les pleins et dans les vides, et que ce qu'on ne montrait pas était tout aussi important que ce qu'on montrait. Et qu'en fait, c'est comme ça qu'on construit les histoires. Et ça a été vraiment le déclencheur du processus d'écriture, quoi. Et là, c'était parti. Je ne m'arrêtais plus. Donc, merci hors-champ. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est tellement important, le hors-champ au cinéma. Il n'y a qu'au cinéma qu'il y a du hors-champ. Enfin, vraiment, c'est le propre du cinéma, le hors-champ. Et donc là, on voyait surtout dans le teaser à la fin, dans votre court-métrage, et puis on le revoit beaucoup dans votre filmographie, Serge Boson. Alors... Est-ce que ça a été quelqu'un important dans votre passage à la réalisation, au cinéma? D'où est venu cette amitié? Alors, Serge, non, mais Céline, oui. Enfin, Serge, non. J'adore Serge et tout ça, mais ça n'a pas été important dans mon passage à la réalisation. Ce qui a été important, c'est Céline, c'est la rencontre avec Céline Boson, que j'avais directrice de la photographie, qui est la sœur de Serge et qui fait tous ses films, d'ailleurs. Et en fait, Céline, je l'ai rencontrée en tant qu'actrice sur un court-métrage de Dorothée Sebag, dans lequel je jouais. Et quand j'ai contacté Céline pour faire Il fait beau dans la plus belle ville du monde, je lui ai donné le scénario. Je lui ai dit, voilà, j'ai pas d'argent et je veux que ce soit du Technicolor. Comment on fait? Elle me dit, on va faire en Super 8. Et j'ai dit, je vois que ça. Le Super 8, ça va être magnifique. J'ai dit, mais ça coûte pas cher. Elle me dit, non, ça coûte pas cher, c'est moins cher que de la pellicule. On peut trouver une caméra. Je dis, bon, très bien. Alors, Super 8, c'est acté. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'être combien? Et en fait, on a fabriqué ça ensemble. C'est-à-dire que ensemble, on a discuté de la production du film. J'ai dit, moi, j'ai pas d'argent, je veux faire un film qui soit beau. Le scénario, il fait 5 pages, ou 7 pages. Et elle m'a dit, Super 8. Je dis, bon, très bien, donc on va tourner en extérieur. Je m'étais renseignée, je savais que les autorisations, c'était gratuit quand on était 5 avec le caméra sur pied, machin, tout ça. Tac, le parc, on va dire qu'on est dans une école... à Montsouris, ou je sais plus où on était. Enfin bref, ce sera gratuit. Non, ça c'était pour la Reine des Pommes. Enfin bon, bref, j'avais compris les trucs où on pouvait y aller comme ça, en étant un peu malin et tout ça. Et puis surtout, il y avait l'urgence
de la grossesse, parce que j'allais accoucher et qu'il fallait tourner le film avant que j'accouche, puisque tout l'enjeu, c'était de montrer quand même ce corps de femme enceinte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais laisser une trace positive de ma grossesse pour ma fille, et d'ailleurs le film lui est dédié. Et je voulais qu'elle voie, parce que c'était une période compliquée dans ma vie sentimentale et tout ça, et je voulais être heureuse de cette grossesse. Et donc j'ai fait ce film pour avoir une trace d'un moment très joyeux de cette maternité, de cette grossesse qui me rendait très heureuse. Et j'ai dédié le film à ma fille, et ça raconte l'histoire d'une femme enceinte qui séduit un homme, enfin qui a une rencontre amoureuse. Et ce qui est drôle aussi, je pensais aux lettres, mais vous vous filmez aussi entièrement nu pendant tout le film. C'est quand même votre premier film, c'est une mise à nu totale. Je me souviens de cette scène où vous changez, on vous voit dans le lit. Mais alors j'ai fait mieux que ça, c'est-à-dire qu'avant Il fait beau dans la plus belle ville du monde, j'avais écrit un court-métrage qui s'appelait Demoiselle, et où j'étais nue du début jusqu'à la fin. Et c'est un film que je n'ai jamais terminé parce que la production a fait faillite. C'est un film que j'avais tourné en pellicule avec une très grosse équipe et tout. Et là, pour le coup, quand vous parliez de la première question que vous m'avez posée sur les films qu'on ne fait pas comme on veut, dénaturés, là, c'est la seule expérience que j'ai eue totalement désagréable de cinéma. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Il fait beau, je l'ai fait avec 3 personnes. C'est que j'avais une production, une grosse équipe, un chef opérateur avec 3 assistants, une script, des tonnes de chefs d'éco, des tonnes de trucs et tout ça. Et ça a été la pire expérience de ma vie. Mais vraiment la pire expérience de ma vie. Avec des gens qui n'écoutaient pas ce que je voulais, qui faisaient à leur façon. Enfin, c'était vraiment un cauchemar. Et le film est complètement raté. De toute façon, il n'est même pas terminé. Donc, j'ai commencé à faire un espèce de montage avec quelqu'un, puis on a repris quelqu'un. Puis, en fait, après, le film, la production a fait faillite. Les rushs se sont, je ne sais pas où, brûlés. Enfin, j'en sais rien. Mais dans ce film, c'était l'histoire d'une jeune femme qui n'avait pas d'orgasme, mais qui était en quête de l'orgasme et qui couchait avec plein de mecs. Et elle rencontrait un boxeur magnifique et tout ça. Et donc... elle couchait avec lui et tout. Et donc, elle était nue pendant tout le film parce qu'elle s'engueulait avec lui sur le fait qu'il s'endormait juste après avoir couché avec moi. Bref, c'est toute une histoire. Ça commençait très fort. Et donc, j'étais nue pendant tout le film. Et j'avais pris cette décision d'être nue pour me dire... J'avais jamais tourné nue au cinéma. J'étais actrice à l'époque. Et je m'étais dit, si quelqu'un me filme nue, ce sera moi. Et donc, j'avais décidé de jouer nue dans ce film. Voilà. Donc, j'avais déjà une petite expérience en la matière. Mais là, ce qui m'intéressait dans Il fait beau, c'était de montrer En fait, j'étais fière de montrer le corps de la femme enceinte et de montrer que c'était pas une doublure. C'est vraiment l'idée de marquer pour l'éternité cette grossesse, quoi. Parce que je crois que c'est ça qui m'a... En fait, le passage à l'acte, à la réalisation, parce qu'avant, je ne faisais que écrire des histoires, mais le passage à l'acte, à la réalisation, il est arrivé après la maladie de mon fils, où j'ai compris le rapport au temps et à l'adversité complètement différent. Et je me suis dit, finalement, faire un film, c'est pas grand-chose, quoi. Après tout ça, et donc j'ai commencé vraiment comme ça, en me disant, c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Mais vraiment sur l'idée de laisser une empreinte éternelle, presque pour ne pas mourir, faire du cinéma pour ne pas mourir. Et alors on remarque qu'avec le temps, vos films ne perdent rien de leur fantaisie ou du ton enfantin, le ton du conte, et vous non plus, d'ailleurs, on découvre que vous êtes toujours comme ça, très enthousiaste. Alors est-ce que c'est difficile de garder son âme d'enfant, ou est-ce que vraiment rien ne peut entamer votre enthousiasme à vous, personnellement ? Oui, je crois que c'est... Enfin, je sais... Est-ce que c'est difficile ? Moi, je ne cherche pas à garder une âme d'enfant, je ne cours pas après ça, mais ce qui est difficile... Quand on fait des films, au fur et à mesure qu'on en fait, c'est qu'on perd un peu l'insouciance. Donc il faut réussir à la garder. Et pas que ça devienne quelque chose de confortable. Genre, bon, allez, action, on va tourner son film, on s'en fout, on est là. Non, bon, moi j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit une question de vie ou de mort, quoi. Toujours un peu. Je trouve que faire un film, vraiment, c'est tellement... passionnant et tout, qu'il faut qu'on soit enfin, je vois...
Je sais pas. Après, voilà, chacun... Mais c'est vrai que ça prend une énergie, ça prend tout, quoi. Mais même pour les... Enfin, moi, je sais que je crois que je pourrais pas vivre sans faire de film, quoi. Enfin, c'est vraiment l'endroit où j'ai trouvé mon épanouissement. Et c'est en cela que vous parlez, du coup, à l'instar de Varda, d'une façon artisanale de faire le cinéma. Oui, je pense que j'ai ce rapport au travail un peu... J'aime bien le côté artisanal, parce que d'abord, c'est aussi une façon de ne pas se prendre au sérieux. Et je déteste ça, l'idée d'être la chef, c'est moi qu'on écoute. En plus, dans le cinéma, cette position, elle est parfois tellement ridicule, quoi. Tout le monde est là, ça va, tu fais ça, alors quel pistolet. Enfin, la vérité, c'est qu'aucun metteur en scène ne fait un film seul. Ça n'existe pas. On a tellement besoin des autres qu'il faut vraiment revendiquer le côté collectif du cinéma. Et moi, même s'il n'y a qu'une seule personne qui signe le film, ou 2 personnes, mais je pense que 3 personnes ou 4 personnes, ce serait difficile d'ailleurs. Mais le cinéma est vraiment collectif. Et moi, c'est ce qui me plaît dans le cinéma, c'est que ça se fasse à plusieurs. Je déteste la solitude. Donc vraiment, faire des films toute seule, ça ne m'intéresse pas. J'aime embarquer les gens avec moi, j'aime partager un rêve, j'aime... Même le processus d'écriture n'est pas du tout solitaire. Vous avez toujours écrit vos scénarios avec des gens. Oui, toujours. Et même quand j'écris seule, je bassine quelqu'un à qui je raconte, que je séquestre. Je me souviens d'une fois où j'étais en vacances avec mes enfants et je leur dis « Bon, venez, on va faire une lecture de Notre-Dame ». Alors ils étaient là « Ah, super !» et tout. Je dis alors toi tu vas faire tel rôle, toi tel rôle, toi tel rôle, toi tel rôle. Alors, ils étaient tout contents, puis au bout de 10 minutes, c'était bon maman, je dis non, on finit. Et en fait, une lecture du scénario, ça va prendre 2 heures. C'est long. Et au bout d'un moment, ils étaient là. Allez, tu te concentres. Là, j'ai commencé. Et au bout on a fini tout le scénario, puis après j'étais là. Alors dites-moi, c'est quoi vos impressions? C'était là, Et en fait, c'était marrant parce qu'ils avaient quand même quelque chose à dire. C'est toujours intéressant, en fait. C'est toujours intéressant d'écouter les autres par rapport à son travail. Et comment ça se passe, vous, l'écriture à plusieurs, du coup? Qu'est-ce que vous attendez de vos co-scénaristes? C'est vous qui demandez des choses précises ou est-ce que vous laissez les idées venir? Alors, en fait, ça dépend parce que pendant longtemps, j'ai écrit avec Jérémy, donc on avait une méthode un peu particulière et tout ça. Et puis maintenant, j'ai travaillé avec un vrai scénariste qui est Benjamin Charby pour Notre-Dame. Alors, sur Notre-Dame, moi, j'avais écrit une première version toute seule. Et puis, il est arrivé, on a commencé à retravailler ensemble. Puis, dès qu'il a apporté un truc, j'étais en résistance totale et tout ça. Puis, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoute, en fait, je ne supporte pas que tu touches quoi que ce soit du scénario. Donc, il faut que je réfléchisse. Soit on se dit qu'on passe un petit coup de peigne comme ça et qu'on garde ma version. Soit on se dit qu'on réécrit vraiment ensemble. Et à ce moment-là, on jette la version. Mais je ne peux pas te répondre tout de suite, il faut me laisser le week-end. Et puis donc le lundi, je dis, bon écoute, on jette ma version et vraiment, quitte à ce que tu sois là, autant profiter de ton savoir-faire, donc réécrivons ensemble. Et donc on a vraiment réécrit ensemble, quoi. Et on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Ça a été vraiment une grande rencontre. Et d'ailleurs, on écrit un autre scénario là ensemble, on écrit vraiment ensemble, quoi. On écrit tout à 2. Enfin, je sais pas, c'est très marrant. Alors lui, il est un peu... Il y a des trucs qu'il sait mieux faire que moi sur des choses purement rédactionnelles et de pure technique de scénariste, quoi. Mais vraiment, on écrit ensemble. Et puis, sur la série que j'ai faite avec Clémence Madeleine Perdria, on écrit aussi ensemble, mais c'est un peu différent. C'est plus... c'est pas tout à fait la même, mais c'est assez proche quand même. Mais comme ils sont... Voilà, c'est en fonction des personnes, on n'a pas une méthode qui s'applique pour tout le monde. Et pareillement, du coup, pour continuer sur cette idée de collectif, dans quelle mesure aussi vous impliquez, par exemple, les comédiens, comme vous êtes aussi actrice, dans vos idées de mise en scène ou de découpage ou de choses comme ça? Est-ce que vous laissez aussi la parole sur le plateau à vos collaborateurs? Alors, on ne peut pas laisser la parole sur le plateau aux acteurs, parce que tout le monde donne son idée, etc. Alors souvent, on dit « oui, oui, très bien ». Et puis, on fait le tri, et puis on se dit... Mais c'est vrai que moi, j'aime bien écouter tout le monde. Alors, c'est un peu particulier, parce que... voilà. Mais je trouve que les acteurs, par exemple, ils ont... Alors moi, je suis actrice, c'est vrai qu'il y a des choses, quand on est acteur, des phrases qu'on n'arrive pas à dire, ou des placements qu'on n'arrive pas à faire, parce que ça ne nous paraît pas juste...
Et d'ailleurs, la dernière fois, on était en train de faire une séance de minutage de ma série avec une script. Et puis, il y avait une situation d'un personnage qui était enfermé dans une salle d'hôpital, enfin, non, qui entraînait quelqu'un dans une salle d'hôpital, de scanner, et l'autre dit on n'a pas le droit d'être là, puis il lui fait une espèce de déclaration, etc. Et puis l'autre s'en va, et là, il y avait marqué, il claque la porte se claque, et elle reste coincée à l'intérieur. Donc je m'arrête sur cette phrase, et je dis attends, la porte se claque, et elle reste coincée à l'intérieur. Il y a quoi? Il y a un courant d'air? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ça ne veut rien dire, en fait. La porte se claque, et concrètement, il se passe quoi? Et donc je me dis... Et donc, on commence à réfléchir à la scène, mais en tant que jeu. Donc, je dis, alors, il y a 2 solutions. Et donc là, on se lève. On se met autour de la porte de l'endroit où on était. Et donc, on a joué la scène avec la porte. C'était hyper drôle. Parce qu'en fait, on était là pour minuter une séquence avec la script. Et donc, la porte se claque. Ça ne veut rien dire en minutage. Donc, il faut jouer la scène pour comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, on s'est retrouvés avec... Alors, mets-toi dehors. Alors, il y en a une qui se mettait dehors. Bon, moi, je fais lui. Toi, tu fais elle. Alors, en fait, il rentre. Bon, elle a gardé la porte un peu ouverte. Il lui parle. Et en partant, soit il claque la porte machinalement, soit c'est elle qui s'appuie contre la porte et qui la ferme. Mais c'est pas la porte se claque. Donc, on dit, d'accord, bon, ça marche et tout ça. Mais c'est ça qui est drôle, en fait, quand on fait des films, c'est que tout doit être incarné. Tout doit exister et en même temps, rien n'existe. On fabrique tout. Donc, c'est toutes ces discussions, moi, que je trouve passionnantes, en fait. Quand on parlait d'enthousiasme et de liberté, je me permets de raconter une anecdote qui m'a beaucoup fait rire. Parce que vous dites que Notre-Dame, donc vous avez quand même réécrit le film. Mais enfin, vous l'avez quand même drastiquement réécrit, parce qu'il semble qu'à la base, ça parlait d'une réalisatrice qui avait fait un échec avec son film et qui partait en Suisse pour aller se faire euthanasier. Oh. Ce qui n'est plus du tout le cas de Notre-Dame. Oui, alors non. En fait, c'était une discussion avec Lionel Bayer, qui est un ami et qui est le réalisateur des Grandes Ondes dont on a vu un extrait. Et donc Lionel me disait, je lui dis, je vais écrire un autre film, je vais partir de moi, je vais faire une comédie sur l'échec. Il me dit, oui, t'as qu'à dire qu'elle va se faire euthanasier chez les Suisses parce qu'elle elle arrive avec sa revue de presse, comme ça. Je dis, quelle bonne idée. Et puis je commence à partir sur cette idée. Et puis je trouve qu'en fait, c'est vraiment une idée, mais que j'arrivais pas à en faire un film. Et donc je me suis dit, non, c'est trop proche de moi, réalisatrice. Et puis quand j'ai trouvé architecte, c'était gagné. Et donc, architecte, j'avais une question du coup, à propos de l'industrie du cinéma, entre rapport cinéma et industrie, qui est exactement corrélé à l'architecture. Le cinéma, donc à l'instar de l'architecture comme industrie, le mélange de technique et d'artistique, les projets à déposer devant les commissions, à valider, les sommes importantes en jeu. Donc vous avez beaucoup tourné avec les moyens du bord à vos débuts, la Reine des Pommes comme on l'a dit. Est-ce que du coup vous avez quand même senti, vous avez quand même fait ce film pour dénoncer, si ce n'est pas dénoncer, appuyer quelque chose sur ce système industriel du cinéma qui est à la fois une contrainte mais non créative aujourd'hui? Alors j'ai pas du tout compris, pardon. C'est quoi la question? Je veux dire, finalement, le métier d'architecte, oui, je me suis mal expliqué, dans votre film, est très corrélé au métier de cinéaste. Ouais. Vous parlez de vous en tant que cinéaste. Et moi, en tout cas, la façon dont j'ai vu le film, c'est aussi un reflet de l'industrie du cinéma, par ses commissions, par ses échecs, par ses... Ouais. D'accord. Je ne sais pas si j'explique bien cette question. Et du coup, c'est quoi la contrainte? C'est la contrainte qui quoi? En fait, c'était pour vous faire rebondir là-dessus. Oui, pardon, vu que vous parliez de la liberté absolue au début de vos films, juste avec une super 8/4, de faire des films. Je pense et aujourd'hui, l'architecte qui est coincé au milieu de tout ça, comme un cinéaste pourrait l'être. Alors, en fait, je ne sais pas si ça va rebondir sur ce que vous dites, mais ce que j'ai appris avec l'architecture, parce que l'architecte travaille avec la contrainte tout le temps. C'est un site dans lequel on doit s'inscrire, un projet. Donc déjà, il y a un site délimité, cadré, avec des lois de tel truc, d'urbanisme, de machin, de bidule. Puis après, il y a les contraintes budgétaires. Et puis après, il y a les contraintes je sais pas, de bâtiments. Et donc, l'architecte, en fait, ne fait que construire avec la contrainte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec mes études d'architecture. Et je pense que le processus de me dire, je vais partir de la contrainte pour fabriquer quelque chose, m'est venu de là, de l'architecture. Et c'est comme ça que j'ai pu penser à faire des films en me disant, je vais mettre le maximum de contraintes. C'est quoi mes contraintes? J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent et j'ai pas d'argent. En gros, c'était ça les contraintes. Parce qu'au cinéma, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Après, c'est quand même assez libre.
Donc la contrainte, elle est essentiellement budgétaire. Ensuite, il y a d'autres contraintes, mais c'est plus. Mais moi, c'est vrai que j'aime travailler avec la contrainte, et que plus on m'en donne, et plus ça va déclencher la libido créative, si je puis dire. Alors, on entend souvent dire, et on lit beaucoup dans les revues de cinéma, dans les livres de cinéma, que les cinéastes en fait passent leur temps à essayer de raconter la même histoire avec des formes différentes, avec des points de vue différents. Alors, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ça? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ce serait, vous, votre histoire? Est-ce que ce serait l'amour fusionnel et absolu qu'on retrouve vraiment dans tous vos films? Bah non, parce que dans Notre-Dame, c'est pas ça. Non, je pense que... C'est un nouveau cycle, Notre-Dame aussi, comme vous le disiez. Non, je pense que Bergman disait les films disent que l'amour... Il y a des films qui disent que l'amour existe, qui répondent à cette question. L'amour existe ou l'amour n'existe pas? Moi, je pense que dans mes films, en tout cas, l'amour existe. Ça, c'est le point commun de tous mes films. Après, qu'est-ce qu'il raconte? C'est très lié quand même à l'amour, à la mue, à la rencontre, à tout ça. Et à vous aussi, personnellement. Oui, c'est très je pars toujours de choses très autobiographiques. Donc c'est vrai que c'est un peu... D'ailleurs, quand je voyais le petit film que vous avez fait, c'était émouvant parce que je me vois jeune, je me vois... enceinte, ça me rappelle la grossesse, la guerre déclarée, ça me rappelle la maladie de mon fils, puis Jérémy, puis tout ça. Alors forcément, on est, moi ça me touche parce que j'ai l'impression de voir mon album, ma vie défiler sous mes yeux, même si c'est pas du tout ma vie. Mais c'est vrai que c'est très ancré à des périodes de ma vie très précises, quoi. Donc et souvent je pars de moi pour raconter. Alors maintenant, peut-être que ce qui est un peu différent dans les scénarios que j'écris en ce moment, c'est que c'est des choses qui sont pas autobiographiques, mais qui parlent de moi, mais de façon plus cachée. Et le thème récurrent aussi, et à la fois entre vos films et entre vos personnages, c'est la peur de l'abandon. Ah oui. Ça, dans tous vos films. Ah oui. Mais moi, je comprends même pas qu'on n'ait pas peur de ça. Pour moi, c'est un truc... moi, je déteste... oui. Et alors, on aimerait aussi évoquer Valérie Donzelli, cinéphile, car on vous entend parfois parler de films, vous parlez beaucoup d'E.T. dans vos interviews. Oui. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, que vous étiez rendu compte très récemment que en fait, E.T. était jeune. Était un enfant. Oui, qui était un enfant. Voire un tout petit enfant. Avec une tête de vieux. Oui. Voilà. Ça m'avait fait rire. Mais parce qu'en fait, comme il a une tête de vieux, non mais comme c'est un extraterrestre, et qu'il est... On se dit pas que c'est un enfant, on se dit il a 150 ans. On a l'impression que c'est... Non mais... Enfin, moi, je sais que quand E.T., c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, et j'avais l'impression que c'était un vieillard, je sais pas, comme Maître Yoda. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose de... Il n'a pas d'âge, quoi. Mais en fait, c'est un enfant qui a fait une connerie. Qui s'est perdu parce qu'il était curieux. Et qui a peur de l'abandon. Et qui a peur de l'abandon, qui dit « Oh, me rentrer maison, rassurer mes parents. » C'est un gamin qui a fait une connerie, quoi. Et c'est ça qui est d'autant plus émouvant. Et donc, dans vos inspirations cinéphiles, on peut noter, il me semble, Jacques Tati, Buster Keaton, Charlie Chaplin, François Truffaut, Woody Allen, en film Lolita, La Nuit américaine, Fenêtre sur cour, donc, qui font partie de vos références. Mais alors, quelle place tiennent-ils dans votre vie, dans votre travail de cinéaste, que ce soit à l'écriture ou sur le plateau, et même du coup tout au long de votre carrière? Alors... quelle place ils tiennent? Alors, il y a des films qui sont un peu vraiment que je revois beaucoup, que je me lasse pas de revoir. Il y a des films que je regarde parce qu'il y a une scène qui m'intéresse. Enfin, vraiment, c'est des choses. Souvent, quand je fais un film, je regarde des films. Il y a des films qui m'accompagnent qui n'ont rien à voir avec ce que je suis. Par exemple, quand j'ai fait Marguerite et Julien, j'ai beaucoup regardé les films de Maurice Pialat. Bon, pourquoi? Parce que ça n'avait rien à voir avec Marguerite et Julien. Et en même temps, Maurice Pialat, c'est quelqu'un qui a un rapport au cinéma totalement unique. C'est vraiment un artiste, quoi, pour moi. Et donc, ça m'a inspiré énormément pour Marguerite et Julien. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que parce que je me sentais protégée du fait que ça n'avait rien à voir. Je ne pouvais pas regarder Podane, par exemple, ou regarder un film de Jacques Demy, parce que c'est trop proche. Et donc, quelquefois, il y a des films que je ne veux pas voir, parce que je me dis, oh là là, j'ai trop peur qu'une idée que j'ai eue soit dans ce film-là. C'est compliqué aussi de réussir à faire des films quand on les connaît très bien, les films, parce qu'on se dit, mais il y a tellement de chefs-d'œuvre qui ont été faits. Donc,
Parfois, je regarde des films, souvent, quand je fais des films qui n'ont rien à voir avec les films... par exemple, La guerre est déclarée, c'était Full Metal Jacket. Parce que pour moi, c'était comme un film de guerre, donc j'avais besoin voilà, Et puis Notre-Dame, c'était Alice de Woody Allen, qui m'a beaucoup inspirée pour le film et tout ça. Mais voilà, alors, je suis quand même assez dans des registres... je suis pas très western, ou alors... C'est vrai que je ne regarde pas beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des très grands westerns, mais je ne suis pas une vraie cinéphile dans le sens où je regarde plein de films et je vais chercher la philosophie du film, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte. Il y a des films, je peux le faire, mais je ne vais pas spontanément aller vers... me dire je vais regarder tous les films d'un tel ou d'un tel. Non, c'est assez arbitraire en fait. J'y vais souvent en fonction de mon plaisir. Vous essayez quand même de vous abstraire des films qui vous inspirent pour surtout pas qu'ils prennent le pas sur votre procédé de mise en scène. Oui, mais je crois qu'en fait, ça prend pas trop le pas parce que je cherche pas à refaire comme les films de... J'étudie pas les films d'un point de vue de la mise en scène du tout. Je les étudie plus. Par exemple, quelquefois, il y a des films, ça me frappe, je me dis, ah, ça, ce plan, il est génial. Alors, je remets en arrière, je me dis, ah, tiens, c'est comme ça qu'il a fait. Mais souvent, quand je regarde un film, je vais pas non plus le décortiquer. J'aime bien aussi voir des mauvais films pour voir les erreurs... Des films qui sont pas bien mis en scène, c'est intéressant aussi. Quand on comprend pas l'espace, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi il a fait ce plan-là ? Mais moi j'aurais pas fait ça. Du coup, on apprend aussi vachement. Voilà. Et alors vous dites, j'ai toujours eu la sensation très concrète d'avoir eu une bonne étoile. Est-ce que vous pensez que vous avez été vraiment chanceuse dans tout ce parcours, dans ce que vous avez voulu faire et qui vous a amené là aujourd'hui ? Non, je pense que je suis pas chanceuse. Je pense que j'ai pas beaucoup de chance, mais que je pense que j'ai une bonne étoile. Non, je pense que j'ai une bonne étoile, mais que j'ai pas eu forcément beaucoup de chance. J'ai fait un film qui s'appelle Notre-Dame, et Notre-Dame a brûlé. Je veux dire, qui pouvait imaginer que Notre-Dame allait brûler ? Je ne sais pas si vous imaginez l'angoisse dans laquelle j'ai été. Mais j'ai eu une bonne étoile parce que finalement, les gens se sont mis à adorer Notre-Dame, qu'elle n'a pas complètement disparu de la planète Terre, que finalement, ça ne s'est pas trop mal passé pour moi. Mais quand même, moi, je n'appelle pas ça de la chance. C'est arrivé quand vous étiez en montage. Ma chance, c'est que ça s'est lieu une fois que j'ai tourné le film, pas avant. Ça aurait pu être pire. Mais on trouve toujours pire. Mais non, je ne crois pas avoir particulièrement de la chance. Je trouve que j'ai quand même vécu beaucoup d'épreuves. Quand même. Quand je regarde ma vie comme ça, je me dis... D'où la question de la bonne étoile, justement. Oui, et je trouve que j'ai une bonne étoile. Enfin, en tout cas, que j'ai une bonne... une bonne étoile, c'est-à-dire une bonne énergie, quoi. Une bonne... je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui continue à vous pousser, quoi. Ouais, non, mais je crois que c'est parce que j'aime... je crois que je cherche toujours le côté lumineux plutôt que le côté obscur. Je crois que je suis profondément optimiste. Et alors, en parlant de côté lumineux, vous en parliez même tout à l'heure que quand vous étiez jeune, vous adoriez la comédie musicale. Oui. Et aujourd'hui, on vous entend souvent dire que vous êtes un peu frustré parce que d'après ce que vous dites, vous ne savez pas chanter, vous ne savez pas danser. Et vous essayez un peu de placer dans vos films des scènes de comédie musicale. Mais vous essayez pas entièrement à la comédie musicale complète, parce que vous dites que c'est trop exigeant de faire une comédie musicale. Alors qu'est-ce que ça signifie, l'exigence dans un film, et pourquoi vous pensez que c'est trop exigeant ? En fait, je pense que je vais en faire une de comédie musicale, parce que c'est vraiment un rêve que j'ai vraiment envie de réaliser. Mais je pense qu'en France, en tout cas, la comédie musicale, il faut la réinventer un petit peu. J'ai l'impression que on n'a pas les acteurs, chanteurs, danseurs qu'il faut pour pouvoir à la fois les faire jouer, les faire danser, les faire chanter. Ça ne marche pas. Donc il faut trouver un système de comment réussir à faire de la comédie musicale avec des danseurs, des acteurs qui savent... parce qu'un danseur et un chanteur ne savent pas forcément jouer la comédie. Enfin, l'époque, en tout cas, de la comédie musicale, comme à Hollywood et tout ça, en France, ça n'existe pas. Enfin, il y avait le système de Jacques Demy aussi, où Catherine Deneuve, par exemple, ne chantait pas vraiment dans Oui, mais elle ne danse pas non plus vraiment. C'est pas vraiment elle qui danse. Alors,
C'est tout ça. Et puis après, Jacques Demy, il a fait ça. On ne va pas refaire ce que Jacques Demy a fait, quoi. Donc il faut trouver quelque chose qui soit pas Jacques Demy et qui soit une comédie musicale, mais qui fasse pas un mauvais truc raté. Enfin, donc je trouve que c'est difficile à réussir. Mais j'espère y arriver. Surtout que la comédie musicale existe déjà au sein de vos films, donc on sent qu'on. Oui, un jour on enlèvera les scènes ça entre. tourne autour, oui. Évidemment, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, parce que les rencontres sont là pour vous avant tout. Donc levez la main et on vous apporte un micro si vous en avez. Sinon on continue, hein, on peut continuer longtemps. Ils n'osent pas encore. Alors, vous avez parlé dans vos films de la maladie de votre fils, on parlait tout à l'heure de féminisme, vous êtes même vous-même investi dans des causes politiques. Est-ce que vous pensez que c'est du devoir d'un artiste, ou en tout cas est-ce que c'est important pour vous que tout ça soit mis au grand jour et que aussi votre travail soit mis en corrélation avec le fait que vous soyez citoyenne et que vous ayez des choses à dire et à faire? Non, alors je pense que le cinéma c'est politique, donc ce qu'on raconte dans les films, voilà, c'est pas anodin, quoi. Donc le cinéma est politique. Après, je pense que moi, en tant qu'individu et citoyenne, oui, quand je peux et quand j'ai envie et quand je m'investis, voilà, quand c'est possible. Mais c'est pas parce que je suis cinéaste. Est-ce que, par exemple, vous pensez que le travail d'artiste doit aussi servir à véhiculer des choses, à aider à soulever des questions, plutôt que certains qui vont juste chercher, en fait, pas à se planquer, mais à toujours se détourner de donner leur opinion, par exemple? On ne peut pas dire que tout film est politique. Comment ? On ne peut pas dire que tout film est politique. Ah non, mais d'ailleurs, il y a des films qui c'est insupportable pour ça, c'est quand il n'y a pas de point de vue. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, avec l'idée de... On ne sait pas ce qu'on veut nous raconter. On met le spectateur juge de la situation. Je trouve ça insupportable. Donc, oui, moi, je pense que faire des films, c'est politique, oui. Donc, d'ailleurs, il y a des films... voilà, quand on regarde certains films, parfois, ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière le film, ce que raconte le film, c'est parfois terrible. Parce que quand on parle de votre engagement, vous ne faites pas que des films. Vous avez par exemple aussi réalisé un clip de campagne de Benoît Hamon, ouais. Qui est d'ailleurs dans la salle. Oui, je le vois. Et donc, voilà, quand vous voulez parler de cet engagement, parce qu'on reçoit donc de nombreux cinéastes qui s'engagent ou non, vous utilisez votre talent, ou en tout cas votre savoir-faire de cinéma, pour vous engager. Oui, mais là, en plus, c'était une situation un peu particulière, parce que c'était un peu dans l'urgence et tout ça. Je dis, bah, ok, d'accord, on y va. Donc on l'a fait avec les moyens qu'on avait et tout ça. Et moi, ce que je trouvais important, d'abord, parce que je pense que Benoît Hamon était le meilleur candidat, et que, voilà. Et je continue de le penser, d'ailleurs. Mais ce qui était important, c'était de montrer qui il était, son humanité, son honnêteté, tout ça. Enfin... Donc je trouvais ça beau, quoi. Et puis, et en fait, c'est marrant parce que je trouve que dans la politique, il y a quelque chose d'assez fort dans la croyance, en fait, aussi. Dans la croyance en ses idées, dans le fait d'embarquer les gens dans un délire un peu comme le cinéma. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais faire un film, je veux dire, quand Spielberg fait Jurassic Park, il va voir les gens, il dit bon, alors on va faire un film avec des dinosaures dans un parc d'attractions. Les gens font ah ouais, génial. Mais au résultat, on ne sait pas si le film va être bien, pas bien. Enfin, c'est toujours un pari sur l'avenir. Et quand on fait comme ça de la politique, on croit en ses idées. Je pense qu'il y a une croyance en fait commune entre la croyance dans le cinéma, la croyance dans la... Mais après, je pense que c'est compliqué la politique parce que c'est pas que ça. Il y a tellement d'autres choses qui entrent en compte. Mais d'ailleurs aussi comme dans le cinéma. Et ce qui est assez inspirant, en tout cas pour nous en tant que jeunes cinéastes, quand on vous entend parler, c'est qu'on a l'impression que vous n'avez pas peur. Que, voilà, vous mais non, pourquoi vous inspirez cela en tout cas. Mais il faut pas avoir peur de faire des films, bien sûr que non. Après, on a peur, on doute et tout ça quand on est dans l'action. Mais moi, je me prends toujours de vitesse pour pas être face à cette question de la peur. Parce que sinon, on fait rien. C'est comme faire des enfants. Il faut se prendre un peu de vitesse. On a vu cette discussion. Si on commence à réfléchir à qu'est-ce que c'est que faire un enfant, on n'en fait pas. Donc si on commence à réfléchir à qu'est-ce que c'est que faire un film, on n'en fait pas non plus. Et moi, je fais des films et après, je suis
mais terrassée d'angoisse à l'idée que les films soient vus. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand j'avais fait La guerre est déclarée, j'étais tellement anxieuse que je voulais tout de suite refaire un film, et j'ai fait tout de suite Main dans la main. Je l'ai écrit très vite. J'ai dit il faut faire Main dans la main parce que mon film, je veux pas que ça sorte, je veux pas que les gens le voient. Ça va être horrible. Pourquoi j'ai fait ça? Enfin, d'un coup, on prend conscience. Je pense qu'on travaille un peu dans une forme d'inconscience, quoi. En fait, la pudeur arrive au moment de la diffusion. Ah bah oui. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, bien dans ce cas-là, on vous pose la question que l'on pose à tous les cinéastes que l'on reçoit. C'est très simple. Si vous donniez un conseil à un jeune cinéaste qui veut se lancer, un jeune cinéaste ou une jeune cinéaste qui aujourd'hui s'apprête à vouloir faire son premier film, Bah, c'est de le faire. Très bien. Eh bien, vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? Parce que vraiment, il ne faut pas hésiter. Ah voilà, on en a ici. Moi, mes micros sont avec fil. Donc... Merci. Vous pensez quoi de la suite? Parce qu'il y a, je pense qu'il y a un peu en ce moment un mouvement féministe. Vous pensez quoi de la suite? Vous pensez que ça va un peu s'atténuer comme ça l'a fait avant? Est-ce que vous pensez que c'est le rôle du cinéma de profiter là de ce qui est en train de se passer, de tout de suite en profiter pour continuer à appuyer le truc, ou pour essayer de faire en sorte que cette lutte soit plutôt soit considérée comme étant normale, banale, habituelle? Ou est-ce que c'est déjà suffisant? Est-ce que vous avez envie de vous engager plus dans vos films? Non, moi je m'engage plus, je sais pas, peut-être, on verra. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en train de changer. Et je pense que c'est des choses qui vont durer, qui vont rester. C'est fort ce qui se passe. Après, savoir comment ça va évoluer, ça je peux pas... mais je pense pas que ça redescende. Je sais pas si ça va... Je pense pas qu'on va repasser par une phase... je crois pas. Je crois qu'il y a vraiment des choses qui changent. Bonjour. Bonjour. Pour Marguerite et Julien, comment vous êtes arrivé à prendre ce scénario qui existait déjà et à faire votre film? Enfin, comment est venue l'idée? Alors ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. En fait, le scénario avait été publié. C'est Capricci qui l'avait publié et qui l'avait édité. Et c'est une amie qui me l'a offert en me disant c'est un scénario que Truffaut n'a jamais tourné. J'ai pensé à toi, ça va te plaire. C'est hyper romanesque. C'est l'histoire d'un inceste. Et donc je l'ai lu parce qu'on me l'avait offert en 2 heures et je me suis dit c'est ça que je veux le faire. Vous avez dédicacé le film à Jean Gruau d'ailleurs. Oui, parce que j'ai écrit avec lui. Donc après il a fallu contacter Jean Gruau. Alors c'était pas très compliqué parce que j'avais des connexions. Je le connaissais par des gens, voilà. Et donc je l'ai rencontré, et donc j'ai travaillé avec lui, j'allais dans son petit bureau, c'était génial, il était incroyable, quoi. Mais c'est là où on voit que le cinéma conserve quand même, parce que Jean Gruau, il avait quoi, 92 ans quand j'allais le voir dans sa petite maison dans le 20e. Oui, alors, il arrivait comme ça, il parlait comme ça. Oui, alors c'est très... Oui, mais c'était rigolo. Alors François, il était vraiment chiant alors, parce que... Tous les jours, il bouffait la même chose. Un steak très cuit avec des frites. Mais il était génial. Et puis, il racontait, il avait toute sa tête. Enfin, c'était passionnant, quoi, de travailler avec lui. C'était passionnant. Et d'ailleurs, quand il a vu Marguerite et Julien au cinéma, quand on a fait une projection pour lui montrer, il a dit « c'est une très belle comédie musicale ». Une autre question. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bon, je vous pose une question pour savoir, vous en tant que cinéaste, est-ce que vous pourrez un jour faire des films avec des comédiens ou des artistes handicapés, en situation de handicap? Parce qu'ils ne sont pas très représentés dans le milieu du cinéma, et j'aurais voulu savoir, est-ce que vous allez faire quelque chose pour les acteurs et les artistes handicapés? Alors, je ne vais pas... Si vous voulez, moi, j'ai pas de... Comment dire? Moi, j'aime les acteurs, donc qu'ils soient handicapés, pas handicapés. Je travaille avec des acteurs, des gens que j'ai envie de filmer, etc. Donc après, si ça se prête pour le film, etc., oui, mais j'ai pas, en tout cas... Pardon?
Oui, qui était un peu autiste, là. Ouais, d'ailleurs, c'était inspiré de quelqu'un que je connaissais. En fait, ce que je ne comprends pas dans votre question, c'est le côté, est-ce que vous allez faire quelque chose pour... Je ne vais pas faire quelque chose pour montrer les handicapés au cinéma. Mais en revanche, je ne considère pas qu'une personne albinos, handicapée, manchotte ou je ne sais pas quoi, soit moins intéressante qu'une autre. Enfin, voilà. Enfin, moi, je suis pour... je ne sais pas comment dire, quoi. Vous ne posez pas la question de savoir... Non, mais je suis pour accepter pour la différence, quoi, pour montrer justement la diversité. Et au contraire, dans mes films, par exemple, c'est intéressant parce que souvent, il se pose aussi la question dans les films, de faire des films entre blancs. Alors c'est compliqué parce que il ne faut pas non plus que ce soit des choses artificielles. Il faut qu'on fasse des choses qui nous correspondent. Moi, c'est vrai que je suis une femme blanche. J'écris des histoires qui sont quand même très liées à ma vie. Donc, je ne vais pas d'un coup, pour faire politiquement correct, me dire, tiens, je vais faire une histoire où je suis lesbienne avec une femme noire. Enfin, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi faire en fonction de ce qu'on connaît. Je pense qu'il faut être sincère dans ce qu'on raconte. Donc... Mais c'est marrant que vous me posiez la question parce que j'ai écrit un scénario en ce moment dans lequel il y a le rôle d'une femme en fauteuil roulant. Donc, vous voyez. Mais c'est pas parce que je me dis qu'il faut représenter les handicapés. C'est parce que ça m'intéresse pour l'histoire. Je trouve ça intéressant. Qu'elles sont handicapées. Mais je me dis pas tout de suite c'est bien parce que on montre une femme handicapée. Valérie. Oui, pardon. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour cette masterclass qui est vraiment très intéressante. Merci. Et j'avais une question justement parce que c'est vraiment intéressant quand vous dites justement que vous conseillez de faire des films et de nous pousser, si on a envie de raconter quelque chose, de le faire. Mais lors des rencontres que j'ai faites avec différents réalisateurs, on sent que le problème, en fait, une fois que le scénario est écrit, c'est qu'il faut trouver une boîte de production, enfin, il faut trouver le budget. Et que c'est soit on a un budget, mais que du coup, ils n'ont plus la main sur leur scénario, soit du coup, ils font par leurs propres moyens. Mais du coup, après, le problème, c'est la distribution. Enfin, on a l'impression qu'il y a encore un problème par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez un conseil ou comment vous avez fait pour votre premier film, étant donné que vous disiez que vous aviez vraiment un budget très bas. Alors, c'est vrai que pour La Reine des Pommes, je n'avais pas de distributeur. Moi, j'ai fait le film, en fait, vraiment en kamikaze, quoi. Je ne savais même pas si le film sortirait un jour. Mais dans ma tête, je m'étais dit, bien sûr que ça va sortir un jour. Mais c'est parce que je ne connaissais pas le processus. Donc, j'ai fait mon film. Et en fait, ce film-là, je l'ai fait, La Reine des Pommes, parce que j'avais fait Il fait beau dans la plus belle ville du monde. Et que le film, une fois fini, n'est allé dans aucun festival. Pas Clermont-Ferrand, pas ceci, pas cela, etc. Donc, j'étais hyper vexée. Je me suis dit, mais quoi ? Je comprends pas, ça m'a découragée. Et donc je me suis dit, mais c'est nul les courts-métrages, parce que personne ne les voit. Donc ça m'a tellement énervée que je me suis dit, c'est pas grave, je vais en faire un autre, mais ce coup-ci, je vais faire un long-métrage, parce qu'au moins les longs-métrages, ça sort au cinéma. Et c'est ça, vous voyez la logique du truc, quoi. Et donc je vais voir Jérôme Dopfer, je lui dis, écoute Jérôme, voilà, je vais partir. Et là, non, c'était pas ça. Non. Et là, il y a mon amie Laure Marsac qui m'appelait pour me dire qu'elle partait vivre à New York. Elle me dit, viens me voir. Je dis, mais moi, si je vais à New York, je ne suis jamais à New York. Si je vais à New York, c'est pour faire un film. Et donc, je me dis, voilà, je vais faire un film de long métrage. Je vais aller à New York et la fin va se passer à New York parce que j'avais bien conscience que je ne pouvais pas faire tout le film. Donc, j'ai écrit la fin du film. Et là, je suis allée voir Jérôme Dopfer. Je lui dis, est-ce que tu as une caméra à nous prêter ? J'embarque Céline Boson. Je dis, on va aller à New York. Elle fait, ah ouais, génial et tout, on va faire un film. Je dis, j'ai écrit que la fin, mais ça va être super et tout. C'est l'histoire d'une fille qui se fait larguer, elle rencontre Pierre-Paul Jacques, mais je ne savais pas vraiment ce que ça allait être, l'histoire. Et donc, je dis à Jérôme Dopfer, est-ce que tu as une caméra ? On part à New York, je vais faire un film et tout. Il me dit, mais c'est quoi ? Il me dit, tu veux faire quoi ? Un court-métrage ? Je fais, non, je vais faire un long-métrage. Donc, je prends sa caméra, je lui demande un petit peu d'argent pour acheter le billet d'avion de Céline. Moi, je demande les miles de mon cousin pour prendre mon billet d'avion. On est logés, tout ça, et on part à New York avec les 15 dernières pages du scénario, les 10 dernières pages d'un scénario
inexistant. Et donc, on part là-bas avec la caméra de Jérôme Defer. Et je dis à Céline, bon, alors, cette caméra, donc on a ça, comment on fait pour faire un beau film avec ça? Et elle me dit, alors, il ne faut pas tourner avec du soleil, il ne faut pas de couleurs, faut faire... Alors, je dis, très bien, comme elle est déprimée, on va faire des tons pastels, ça va être super, etc. Et donc, on est parti à... En fait, quand j'y pense, c'était complètement délirant, quoi. Mais on l'a fait sur un pur truc d'amusement, de complicité, d'amour du cinéma, d'amitié. Enfin, je crois que le cinéma, c'est vachement ça aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment se fabriquer sa famille, quoi. C'est pour ça que je dis que ça se fait pas seul. Et donc, quand on a une bonne histoire, quand on a envie et quand on est avec des gens qui aiment faire du cinéma, on fait du cinéma. On fait des films. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, bravo pour tout ce que vous faites. J'ai adoré vos films, et dont un qui m'a énormément touché, et qui est La Guerre. La guerre est déclarée. Voilà. Donc je voulais, et j'étais complètement d'accord avec vous quand vous dites tout à l'heure que vous écrivez, vous réalisez des films qui vous parlent par rapport à votre vécu, ce qui vous touche dans la vie, ce qui est tout à fait logique en même temps. Est-ce que vous réalisez des films uniquement que vous écrivez, ou vous pouvez aussi réaliser un scénario d'une tierce personne qui vous a plu, touché, un scénario? Alors, j'ai jamais fait de film de commande, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, quand on n'a pas écrit le scénario et qu'on nous donne un scénario, qu'on nous demande de le réaliser. C'est un cas de figure qui m'est jamais arrivé, mais je crois que ça me plairait. Je pense que c'est intéressant aussi de s'approprier, mais il faudrait que j'y trouve quelque chose de commun que j'ai envie de raconter. Je pourrais pas faire un film de commande de, je sais pas moi... Là, j'ai pas d'exemple, mais il faudrait que ça me parle, quoi. Oui, ou une adaptation. Bonsoir. Bonsoir. Moi, du coup, j'étais intéressée par le fait que vous réalisez une série où vous êtes en train d'écrire un scénario. Du coup, je voulais en savoir un peu plus et savoir si vous appréhendiez la mise en scène de la même façon. Alors ça, c'est vraiment pour la grosse inconnue, c'est-à-dire que c'est vraiment un énorme paquebot. En plus, on n'a pas beaucoup d'argent parce que c'est une série qu'on fait avec Arte. Et Arte, donc, n'a pas moins d'argent que Canal+, voilà, pour faire leur enveloppe d'argent est moins importante. Donc, ça va être difficile, mais je pense que ça va être passionnant, mais j'aborde pas du tout... Enfin, je sais pas. Pour l'instant, c'est un peu l'inconnu. Bonsoir, merci beaucoup pour la masterclass. J'avais une question. Comment vous travaillez la musique lors de la réalisation de vos films? Parce que je me souviens que j'avais regardé La Guerre est déclarée quand j'étais au collège. Je l'avais acheté en DVD et la bande originale m'avait vraiment marqué, donc je me demandais comment vous travaillez là-dessus. Merci. Alors c'est vrai que je travaille beaucoup en musique, j'écris beaucoup avec de la musique que j'écoute. Il y a des musiques qui m'inspirent des scènes. Par exemple, La Guerre est déclarée, c'est vraiment l'hiver de Vivaldi qui m'a inspiré comme ça, toute cette scène d'annonce au téléphone et tout. Souvent, je m'associe avec des gens qui connaissent bien la musique. Alors là, sur La Guerre, c'était Jérémy, donc il me fait écouter des trucs, je raconte, il me fait écouter d'autres trucs, puis je prends comme ça, je me fais une espèce de boîte à outils. Et après, au montage, j'essaye. C'est très bricolé, quoi, la musique. J'ai jamais travaillé avec un compositeur du début jusqu'à la fin, sauf pour Marguerite et Julien où il y avait Yuxek, mais j'avais quand même de la musique, des morceaux de musique additionnels, de musique baroque et tout ça qui était très présent à l'écriture. Sur Notre-Dame, alors Philippe Jacot, qui a travaillé sur Notre-Dame, avait fait la musique de Que d'amour, l'adaptation que j'avais faite, qui était presque un film de commande, là, pour le coup, puisque c'était une adaptation de Marivaux que j'avais faite pour Arte avec la Comédie Française. Et là, c'était la première fois que j'avais une composition originale du début jusqu'à la fin, c'était génial. Et puis après, souvent, moi, j'écris les chansons, donc les chansons me viennent, alors je me mets à les écrire comme ça, puis on fait des petits enregistrements et tout ça. Les arrangements et tout. Mais voilà, c'est un mélange. Mais c'est vrai que la musique m'inspire beaucoup dans l'écriture. Elle arrive très tôt.
Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur l'écriture du scénario de Notre-Dame. Vous disiez que vous aviez fait une première version, que vous aviez ensuite fait lire à Benjamin Charbit. Ouais. Vous aviez commencé à bosser ensemble et que vous étiez en résistance totale. Ouais. Et je me demandais ce qui s'était joué dans le moment où vous avez finalement décidé de repartir à zéro. Est-ce que vous vous êtes dit que ça valait mieux de collaborer plutôt que de partir avec ce que vous aviez déjà écrit ? Oui, parce que je sentais que c'était la peur en fait qui me tiraillait, que c'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un que je connaissais pas, et je me suis dit mais je vais pas prendre un vrai scénariste, ce garçon est brillant pour en fait le brimer. Donc je me suis dit autant profiter de tout son potentiel quoi. Donc il faut réécrire. Donc c'était un peu un saut dans le vide, mais je l'ai senti comme ça. Mais c'était pas facile, hein. J'avais peur un peu. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Magali. Bonjour. Et Valérie, je voulais vous dire merci parce que vous avez changé ma vie. Voilà, vous avez été importante dans ma vie. Et voilà. Merci tout simplement. Merci. Mais c'est Magali ? Oui, c'est moi. C'est toi que je connais, mais tu as changé ta couleur de cheveux. Oui, mais c'était important pour moi de vous dire merci. Oh, voilà. Merci. Vous n'êtes pas consciente, mais je vous dis merci parce que vous avez changé beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, merci. Merci Magali. On a très envie d'en savoir plus, hein, pardon, mais à quel niveau, pourquoi, à travers... Magali est actrice, danseuse, on s'était rencontrés après La guerre est déclarée, où tu m'avais écrit, et puis on avait une petite correspondance, et puis voilà, Magali travaille comme actrice, comme danseuse, et Magali est handicapée. Voilà. Mais artiste avant tout. Mais artiste avant tout. Mais je le précise par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà. Bonsoir. Mais artiste avant tout, tu vois ? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport au casting, lorsque vous écrivez donc, les scénarios, est-ce que vous avez déjà une idée des acteurs que vous allez prendre, ou alors ça se fait après l'écriture ou... voilà. Alors, ça dépend. Parfois, il y a souvent, je pense à des acteurs parce que j'adore les acteurs et que je les imagine. Et puis, je me rends compte maintenant, alors pendant longtemps, c'était Jérémy, après, il y avait Béatrice de Staël, puis quand on change, parfois, on a envie de travailler avec d'autres gens et tout ça. Puis, parfois, je me rends compte qu'on pense à des acteurs et puis, finalement, au moment où on doit faire le film, l'acteur ne peut pas, pour plein de raisons différentes. Et c'est très difficile, après, de changer d'acteur, de se dire, il faut que je trouve... Donc c'est un truc que j'essaye de faire le moins en moins, mais je sais que je pense toujours quand même à des acteurs. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je tenais à vous dire merci aussi. D'une, parce que vos films sont toujours tous différents, originaux et passionnants. Voilà. Et puis, ils font vraiment partie intégrante du cinéma français, du beau cinéma français. Et puis, je voulais également vous dire merci pour Marguerite et Julien, qui m'a totalement bluffé, m'a transporté, m'a fait m'évader totalement, qui est aussi beau qu'un tableau de maître et qui est vraiment un véritable chef-d'œuvre pour moi. Ah bah ça me fait hyper plaisir. Et que j'engage tout le monde à voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est juste un film hallucinant, totalement hallucinant, que j'ai vu dans un petit cinéma à Saint-Lazare qui est malheureusement fermé depuis, mais ça avait pris une dimension supplémentaire dans ce cinéma-là. Et je voulais également lancer un appel à Thierry Frémaux ce soir pour que vous soyez, dans les années à venir, présidente du Festival de Cannes. D'accord. Thierry, est-ce que tu nous entends ? Voilà. Pour enfin qu'on ait une nouvelle présidente avant l'an 3000 aussi, mais parce que je trouve que votre film, il parle à l'international, il est universel, et je pense qu'il pourrait vraiment plaire à tous les pays du monde, et je pense que votre cinéma doit s'exporter de plus en plus. Moi, je vous le conseille en tout cas, parce que c'est un cinéma magique et fantastique. Déjà, dans Donzelli, il y a le don, il y a les ailes, il y a le i d'inventivité, et je vous... Vraiment, je pense que... Continuez à aller voir vos films. Voilà. Merci Valérie. Merci. Oh, merci, c'est trop gentil. Alors, je crois qu'il y a Pierre Lescure qui aimerait prendre la parole. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, je suis community manager, donc ma question est aussi un petit peu intéressée dans le sens où j'ai vu que vous êtes sur Instagram depuis je ne sais pas combien de temps. Mais... Alors, juste, vous êtes
community manager. Enfin, moi, je m'occupe de réseaux sociaux. Pour Ah, d'accord. marques, voilà. Et en fait, du coup, moi, je suis très contente de voir sur Instagram, et c'est comme ça que j'ai su d'ailleurs qu'il y avait la masterclass ce soir. Donc, en fait, je voulais savoir quel est votre rapport par rapport aux réseaux sociaux et qu'est-ce que vous en pensez dans le sens de la promotion aujourd'hui, de la place dans le cinéma et les réseaux sociaux en général. Alors, les réseaux sociaux, c'est un truc bizarre en fait, parce qu'au départ, c'est censé être un truc super chouette pour que tout le monde soit un peu égal, on peut être copain avec machin. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est du réseau social, c'est-à-dire qu'en fait, on est copain avec les gens. Enfin, donc ça, c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Mais moi, j'ai Instagram parce que j'ai des copines. Voilà, je trouve ça rigolo. Alors, j'essaye de tenir un petit peu au courant, mais je fais pas du réseau avec Instagram. C'est-à-dire, l'idée de fabriquer du réseau, en fait, qui va me servir et faire mon autopromotion, etc., est quelque chose, franchement, qui me fait vomir. Mais vraiment, je le dis, je trouve qu'on est dans un système d'autopromo, machin. Alors, je comprends que ce soit important. Il y a des endroits, par exemple, où c'est hyper important, comme, je sais pas moi, une fondation... ou même pour les hommes politiques, tout ça, c'est des choses où c'est important de parler, enfin voilà, d'être connecté au monde et tout ça. Mais je pense que quand on fait des films, ou quand on est acteur, ou quand on est... Alors après, c'est compliqué, parce qu'il y a des personnalités qui ont des millions de followers, et puis ils disent un message, et tout le monde va suivre le message, mais je crois pas, en fait, que c'est... Je sais pas très bien comment... Mais en tout cas, l'idée de faire mon auto-promo. Alors, ça me dépasse un peu. Mais j'ai quand même mon petit Instagram, je poste de temps en temps des photos, mais je sais... En plus, je trouve ça un peu stressant, parce que je me dis, oh là, il faut poster un truc bien, pas bien, on se pose la question, on est là, et puis alors, si je fais une faute d'orthographe, non, il faut corriger. Enfin, d'un coup, j'ai l'impression que c'est un peu la copie, comme si on passait le bac, je sais pas comment dire... Je trouve ça un peu anxiogène, quoi. Mais en même temps, je trouve ça marrant. Il y a des trucs qui me plaisent aussi. On découvre des gens. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est un peu vieux, ce que je dis. Mais je sais pas comment dire, quoi. Je trouve ça compliqué, en fait. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question très matérielle. Quand vous avez commencé au début, j'imagine que vous n'avez pas réussi à vivre de vos films tout de suite. Et du coup, comment vous avez fait? Est-ce que vous aviez un travail à côté? Comment vous trouvez le temps de faire des films, etc. Alors, comment vous dire mon rapport à l'argent et au travail. Alors, quand j'ai fait La Reine des Pommes, j'étais totalement dans la dèche absolue, mais c'était plus important de faire un film que... Donc, j'étais quand même un peu actrice, donc je travaillais un peu, enfin, je faisais un peu de la cavalerie, quoi. Et puis après, j'ai eu pas mal de chance, parce que j'ai fait en deuxième film La guerre est déclarée. Donc en fait, c'est parce que j'avais plus d'argent qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je change de producteur, parce que sous les conseils de Laure Marsac, qui me disait ce producteur est un tocard. Et d'ailleurs, elle avait raison, puisque quand même, j'ai aussi produit le film, et j'ai jamais... Bref. Et donc elle m'a dit, il faut que tu changes de producteur, avec la presse que tu as et tout, c'est pas normal que tu sois fauché comme ça, il faut que tu sois payé pour faire un prochain film et tout, parce qu'avec La Reine des Pommes, j'étais pas payée, en fait. Et donc c'est là que j'ai rencontré plusieurs producteurs, dont Édouard Veil. Et Édouard Veil, je lui ai raconté un premier film, donc on a déjeuné ensemble, moi je venais de faire La Reine des Pommes, et j'étais un peu j'étais prête à être serveuse dans un restaurant, quoi. J'avais vraiment pas de sous. Et donc, je lui raconte un film qui s'appelait Napoli, qui était un film que j'avais écrit pour Georges Clooney. Et qui était un road movie de Paris à Naples, et qui était pour Georges Clooney et moi. Et donc, je lui raconte ça, mais sans me démonter une seule seconde. Et il me dit, ouais, c'est super, mais c'est pas pour tout de suite. Et donc maintenant, on fait quoi? Et là, je lui raconte, je dis, j'ai un autre film, mais ça, personne ne voudra jamais le produire. Et je raconte l'histoire de La guerre est déclarée.
Et je finis mon récit en disant, ce film, c'est un geste. Il me dit, très bien, tu veux tourner quand? Moi, je dis, octobre. Il me dit, très bien. Et lundi, tu viens et t'as écrit quelque chose? Je dis non. Lundi, tu viens, t'écris. Et on était au mois d'avril, donc j'ai commencé à rentrer dans son bureau le lundi. J'ai dit à Jérémy, j'ai trouvé un producteur. Donc on n'osait pas, on était là, on va rentrer dans le bureau. S'ils nous disent, revenez, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, on était hyper stressés. Et puis on a eu un contrat de travail, d'écriture. Donc Puis après, le film a eu du succès, donc j'ai pu refaire un film juste après. Puis en fait, après, j'ai continué à faire des films. Mais il y a toujours un truc de cavalerie, c'est-à-dire que, en fait, c'est mon travail de faire des films. Donc il faut aussi que je gagne. C'est ma façon maintenant de gagner ma vie. Donc je suis pas quelqu'un. Je paye un loyer. Je suis propriétaire de rien. Enfin voilà, je suis comme quelqu'un qui travaille. Donc il faut que je fasse des films pour et j'essaye de faire en sorte de ne pas travailler pour gagner de l'argent. Je ne sais pas si je suis claire. Mais de gagner ce qu'il faut pour pouvoir être libre de faire ce que je veux, quoi. Voilà. Une dernière question. C'est pour ça que je ne fais pas de publicité, tout ça, parce qu'on rentre dans des trucs... quand on réalise de la publicité, j'en ai fait un petit peu et je trouve ça trop violent. Parce que d'un coup, on travaille pour l'argent. Ça me plaît pas. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de la dimension autobiographique dans vos films qui est assez récurrente. Et je me demandais comment, d'un film à l'autre, vous tiriez vos sources d'inspiration qui se situent souvent dans votre vécu, mais aussi est-ce que c'est dans votre entourage, dans la presse, dans les documentaires, ou renouveler chaque fois? Oui, c'est vraiment tout ça, quoi. C'est à la fois moi, c'est mes amis, c'est ce que j'observe. C'est ce qu'on me raconte. Oui. Je veux dire, ça peut être c'est jamais un sujet qui n'est jamais entré dans votre vie personnellement. C'est forcément quelque chose lié à ce que vous avez vécu. Ça peut pas être un documentaire sur un sujet. Si, là j'ai envie peut-être d'adapter un documentaire. Donc ça peut être aussi, enfin ça dépend. C'est vraiment ce que raconte, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quoi. Donc tout peut être. Ça dépend. Je suis assez ouverte. Mais j'aimerais bien faire du documentaire d'ailleurs, pas que de la fiction. Un dernier mot? Merci de ce moment de partage avec vous et tout. C'était, ça fait du bien. Ah oui, une dernière question. C'est joli. Paf. The question. Mon désir de liberté et ma peur de l'abandon. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à faire des films en étant enceinte. Parce que le premier film que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais enceinte. Donc, en étant à la fois... en n'ayant pas peur d'être abandonnée, puisque j'avais quelqu'un à l'intérieur de moi, et en même temps en ayant la liberté de pouvoir le faire, puisqu'il n'était pas encore sorti de mon ventre. Et tout le monde sait que ça peut être aussi contraignant d'avoir un tout petit bébé. Donc je ne sais pas. C'est peut-être lié au fait que j'ai toujours... j'ai 3 enfants, j'ai toujours été... j'ai toujours embarqué les gens avec moi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un mélange lié à ça, où j'ai trouvé dans le fait de ne pas être seule quelque chose de rassurant qui a pu me permettre de libérer ma créativité, et donc ma liberté. Je ne conseille rien du tout, chacun fait ce qu'il veut. Non, en tout cas, je conseille de
Je conseille d'être libre, de se sentir libre. Je crois que c'est un truc important. Merci. Je dis un mot, c'est merci.